Merci Claire pour cette, je trouve cette belle introduction hein, qui couvre, on voit bien un très large spectre et vous allez voir qu'on va effectivement aborder, peut-être effleurer, hein, parce qu'en 40 minutes, au vu de l'introduction, on ne pourra pas résoudre toutes les questions. Je vais prendre la main pour présenter voilà mon intervention. Mon intervention est plutôt en deux temps. Un premier temps qui se veut très concret, qui va être centré, vous présenter donc la plateforme d'Oranum, plateforme e-learning sur la gestion des données. Et puis la conclusion, je l'ai centrée plutôt sur les questions qui sont évoquées dans l'introduction qui nous a été faite par Claire et qui est vous soumettre, moi, ma réflexion sur toutes les questions qui sont abordées dans un paysage qui est effectivement riche, nourri et en pleine évolution. Si voilà. Vous avez bien donc un peu un élément de biographie, simplement pour me situer, hein, pour ceux qui ne me connaissent Oui, pas. Donc effectivement, je suis responsable d'un département valorisé de la recherche, qui aujourd'hui donc regroupe 35 personnes et qui a la particularité d'associer des ingénieurs de la donnée, professionnels de l'information et les informaticiens. Ça, c'est une idée intéressante qu'on a mis en place depuis 2019. Je contribue donc aux réflexions du SPSO, donc du COSO, pas seulement sur les questions de professionnalisation des activités liées aux données de recherche, mais aussi à tous les services autres comme des plateformes comme DMPO Pidor que vous avez certainement entendu parler. Et puis effectivement, Claire évoquait le projet de plateforme nationale recherche DataGouv. Et donc je suis personnellement impliqué dans la mesure où j'ai contribué à l'étude de faisabilité de cette plateforme, qui était pilotée par Jean-Christophe Desconnet de l'IRD et qui est également impliqué dans une infrastructure de recherche Dataterra. Et plus récemment, je m'implique de plus en plus dans l'association EOSC, notamment sur le volet plutôt des identifiants pérennes et également dans des deux projets qui sont en cours de validation, qui sont centrés sur les problématiques FAIR des données et qui est piloté par la DDoR, donc la direction des données ouvertes du CNRS, et qui devrait certainement recevoir donc un écho favorable. Je suis également impliqué dans un projet européen qui s'appelle OBRED, qui a pour objectif de certifier par l'attribution de badges des compétences, des connaissances qui sont liées à la gestion des données. Voilà. Et puis quand j'ai à temps perdu, j'ai envie de dire ça comme ça, je suis également enseignant vacataire à l'Université de Lorraine en Master 2 pour des questions d'interopérabilité et d'entrepôt, bon, plus de gestion, de management des données, de partage, conservation des données. Et j'interviens également dans un DU université sur des problématiques de plan de gestion de données ou des questions de maturité FAIR. Voilà, ça c'est pour me présenter. Alors, Doranum, c'est une plateforme qui a été créée depuis 2015 et qui a pour vocation de former les chercheurs, on va voir le public cible, à la gestion des données. Quand je dis la gestion des données, il faut l'entendre au sens large, c'est-à-dire au sens partage des données, conservation des données, jusqu'à l'archivage pérenne. Et le partage peut aller jusqu'à l'ouverture des données quand les conditions juridiques sont remplies. Donc une approche très pratique, hein, un premier volet très pratique. Qu'est-ce qu'on trouve dans Doranum? Donc un mot rapide, donc, ce sont des ressources pédagogiques qui va accompagner la communauté de recherche sur le partage des données. C'est fait avec le réseau des urfistes et l'INIST CNRS, voilà, et qui fait appel à des partenaires multiples et variés qui sont impliqués dans cette problématique-là. Bon, l'INRAE, bien évidemment, qui sont très en avance sur ces questions-là, mais c'est aussi des partenaires comme avec l'école des ponts Paris-Tech sur des questions juridiques, l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS, mais aussi notamment un réseau très actif qui est dans la région Grenoble-Alpes, hein, avec des personnels de l'université voilà, de Grenoble-Alpes, et puis des partenaires comme le CINES, etc., etc. Donc c'est une plateforme qui est collaborative, qui est instruite avec un certain nombre de partenaires qui ont des rôles définis comme vous pouvez le décrire, et je ne vais pas aller très loin, c'est que c'est des partenaires qui peuvent produire des modules de formation à distance,
qui peuvent aussi prévoir de réaliser des formations en présentiel et utiliser des ressources e-learning, apporter une expertise, etc., etc. Doranum s'adresse prioritairement aux enseignants-chercheurs, au personnel de recherche, je vais résumer ça comme ça, et au personnel d'appui, mais plus particulièrement aux professionnels de l'information. Donc on a un public cible quand même bien cerné, et on verra que les enjeux dépassent, et ce sera le deuxième volet de mon intervention, dépassent ces publics cibles. Concrètement, Doranum, c'est des ressources qui sont pédagogiques à la carte. Aujourd'hui, il y en a une centaine, et elles sont multimodales. Vous trouvez de la vidéo, de la fiche synthétique, du cours, du tutoriel, des guides, du quiz aussi pour tester des connaissances. Donc, c'est véritablement des ressources multimodales. Et nous avons donc une approche qui permet d'avoir 3 niveaux d'apprentissage. Un premier niveau qu'on a appelé en bref, qui se veut donc une approche très synthétique des problématiques qui sont abordées dans la gestion des recherches. Un niveau secondaire, donc qui est plutôt centré sur des points plus particuliers de la problématique qui est abordée dans la gestion des recherches. Et puis un troisième niveau, donc qui va être là pour aller plus loin, je pense que c'est suffisamment explicite, c'est des ressources qui vont vous permettre de creuser des problématiques liées à l'ensemble des thématiques qui sont abordées dans Doranum. Donc concrètement, le premier niveau d'apprentissage, c'est un niveau qui permet d'avoir une vue très synthétique d'un sujet lié à la gestion des données, qui se matérialise par une fiche synthétique textuelle, recto verso, voilà, et puis une minute qui est une vidéo très courte. Donc j'appréhende, je ne connais pas forcément la problématique de la gestion des données de recherche. J'ai avec ces deux ressources-là l'essentiel de la connaissance qu'il faut acquérir sur une problématique déterminée. Deuxième niveau, là on commence un peu à s'intéresser, à creuser cette thématique. Et on verra les thématiques qui sont abordées. Et là, on a des ressources qui sont vraiment multimodales. Ça peut être du tutoriel, multimédia, des présentations, des infographies, des fiches synthétiques complémentaires, des guides, et donc tout un ensemble de ressources qui vont permettre d'approfondir la thématique qui est abordée. Troisième niveau, là, on va vraiment plus loin. Et on est sur des modules beaucoup plus approfondis qui vont aborder une thématique définie, avec des cours qui sont complets, des extraits de MOOC, des vidéos, de formations, de conférences qui sont parfois chapitrées pour aider. Et donc on voit bien que dans ces 3 types de niveaux, on a aussi en termes de temps à consacrer, on va dire des temporalités différentes, des timings différents. Le en bref, le synthétique, on est sur des ressources qui sont du type 1 minute, 2 minutes maxi. Dès qu'on est sur le deuxième niveau, on va commencer à approfondir, on est sur des formats plutôt 10 minutes, voire 20 minutes maxi, mais pas au-delà. Et le troisième niveau, là, on passe de 20 minutes à plusieurs heures, puisqu'on peut suivre aussi des cours complets. On peut avoir des cours complets qui peuvent durer 2h30. Ça, c'est le principe, c'est effectivement un découpage par niveau de formation. Quand on parle de gestion de données, là, vous voyez l'ensemble des thématiques qui sont abordées, et on voit que ça couvre quand même un très large spectre d'activités, de connaissances qu'il faut acquérir. Donc, c'est d'abord enjeux et bénéfices. Pourquoi je vais gérer mes données, dans quel cadre politique, institutionnel je le fais, et quels sont bien sûr les bénéfices, moi, en tant que chercheur, pour m'engager dans une démarche de gestion de projet. Quand on parle de gestion de données, bien sûr, on touche des aspects juridiques, des questions éthiques, et on reviendra aussi là-dessus. On parle de gestion, de plan de gestion de données, Claire l'a cité. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une obligation, lorsqu'on est financé par des projets ANR et des projets dans le cadre du projet du programme Horizon Europe, de produire un plan de gestion de données, donc dans sa version initiale jusqu'à une version définitive. Un élément incontournable, bien sûr, sont la documentation des données que je vais gérer et partager à terme, voire ouvrir, que sont les métadonnées, la documentation aussi qui est liée à la collecte des données, quel protocole, quel instrument, etc., etc.
Les identifiants pérennes sont un élément clé aussi de ces métadonnées. Ils sont donc de nature, les identifiants auteurs, contributeurs et les identifiants objets. Bien sûr, la finalité de cette démarche est de s'engager à partager des données dans les entrepôts, les entrepôts. Et Claire a bien cité aussi aujourd'hui la complexité du paysage, la multitude d'initiatives et la nouvelle initiative qui a été citée, c'est sur le plan national, le projet d'entrepôt national Recherche DataGouv. Quand on parle de gestion de données aussi, on touche à des questions informatiques, de type de stockage, d'archivage. Et c'est quoi la différence entre le stockage sécurisé, l'archivage pérenne? On a cité également dans l'introduction la question de la valorisation d'une démarche de gestion de projet via des data papers. Et puis se pose la question aussi de la réutilisation, bien sûr, c'est comment je réutilise, comment j'accède à ces données et je visualise ces données pour les réutiliser. Donc pour accompagner l'ensemble de ces thématiques, c'est-à-dire pour accompagner les chercheurs qui s'engagent dans un projet de gestion de données, eh bien, on se sert du cycle de vie des données, qui est quelque chose qui est connu par tous aujourd'hui, et qui permettent à chaque étape de séquencer sa démarche projet. Et pour moi, le cycle de vie des données, c'est un peu comme le plan de gestion de données, c'est l'équivalent pour moi d'un Google Maps. Vous voulez aller d'un itinéraire A à un itinéraire B, eh bien Google Maps vous permet de dire vous passez par telle étape pour arriver à la finalité qui est le partage pour une réutilisation des données. Donc toutes les thématiques qui sont abordées sont séquencées en fonction de ces étapes. Concrètement, donc là on va voir balayer un certain nombre de ressources pédagogiques en fonction des thématiques qui ont été abordées. Ça se fait très concret. Donc les enjeux et bénéfices, avant de s'engager dans un projet de gestion de données, j'ai besoin quand même de comprendre quels sont les enjeux, quels sont mes bénéfices. Ça, c'est important. Et j'ai envie de dire, là, pour moi, c'est essentiel. C'est s'engager dans une démarche de gestion de projet. Le bénéfice immédiat qu'il faut toujours avoir en tête, c'est la réutilisation des données. Pourquoi je ferai une telle démarche de gestion de données et la motivation première, c'est je suis potentiellement intéressé à réutiliser des données qui ont été produites dans ma discipline, mais pas seulement. On voit bien qu'un certain nombre d'inventions sont issues de données qui proviennent de disciplines peut-être qui n'ont rien à voir avec la discipline que je traite, mais qui vont m'apporter effectivement des avancées telles que je vais pouvoir produire de nouvelles connaissances. Et ça, c'est intéressant de travailler sur la question d'interdisciplinarité. C'est quelle utilisation je vais faire des données, quelle utilisation je prévois quand je mets mes données en partage pour d'autres communautés scientifiques. Concrètement, voilà, une ressource pédagogique qui est de type vidéo, qui vous permet d'appréhender très synthétiquement la question de la réutilisation des données. Voilà, qui est pourquoi diffuser des données, pourquoi je m'engagerai dans un projet de gestion de données pour diffuser mes données. Voilà, c'est une ressource synthétique qui va vous expliquer très simplement cette démarche. Principe FAIR incontournable. Aujourd'hui, on est sur cette question FAIR et on y reviendra parce qu'elle est finalement pas si simple que ça. Là, c'est une ressource qui vous permet d'appréhender les principes FAIR. Et comme vous le voyez, c'est une ressource qui est interactive et qui vous permet, quand vous cliquez sur chacun des petites icônes qui sont présentées, de voir les composantes de les principales composantes d'un principe, comme le principe facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Donc là, on est sur une ressource interactive et pour chaque item sur lequel vous cliquez, vous allez avoir une fiche explicative. Donc on aborde de façon synthétique, interactive, encore une fois, la problématique des principes FAIR. On sait que bien sûr, elle est assez complexe. Une autre ressource, par exemple, que vous trouvez, et ça a été, vous l'avez cité dans l'introduction, Claire, c'est quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des données. Et ça, c'est fondamental. On y reviendra dans la conclusion que je vous proposerai, qui nous permettra de
nous élever un petit peu pour considérer la problématique des nouvelles compétences à mettre en œuvre dans la gestion des données. Et effectivement, nous avons affaire à de nombreux acteurs qui sont impliqués dans le RDM, dans la gestion des données de recherche. Donc voilà, cette ressource, encore une fois, c'est une ressource interactive qui permet de lister, de voir les rôles que peuvent jouer ces acteurs. Là, on est dans une ressource qui vous permet d'aller plus loin, et c'est une ressource qui est extrêmement complète, une ressource qui va durer 2h30. Donc on voit bien que là, on se dit, je vais prendre le temps de considérer la problématique de la gestion des données dans son ensemble, et cette ressource va balayer toutes les problématiques, toutes les thématiques qui va vous amener à acquérir un socle. Et c'est bien le principe de Doranum, c'est acquérir le socle nécessaire préalable pour s'engager dans un processus de gestion de données au sein d'un laboratoire, d'une infrastructure, etc., etc. Donc là, on rentre un petit peu plus entre guillemets dans le dur, si je peux me permettre l'expression. Aspect juridique, mais oui, dès qu'on parle de gestion de données, on est confronté à des questions juridiques et des questions éthiques. Hein. C'est le fameux slogan de la Commission européenne initiale qui était aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Cette petite phrase, ce petit slogan, renvoie aux conditions juridiques qui sont associées. On ne peut pas ouvrir toutes les données, et il y a la loi qui nous donne quand même des directives très claires et précises, alors qu'il faut aussi interpréter avec des professionnels juristes, hein, pour savoir quelle est la question, quelles sont les questions juridiques et éthiques qui sont liées à mes données. Donc, une des ressources qui a été proposée, c'est une ressource qui est là plutôt synthétique, qui vous permet d'appréhender la problématique juridique et éthique, et notamment à travers l'angle d'abord juridique, qui comprend c'est que dit la loi sur les données, sur la communicabilité des données, et les questions des licences sont bien sûr abordées quand on commence à parler de communicabilité des données. Et à droite, là sur le schéma à droite, vous avez un logigramme qui a été produit, et je vais revenir dessus, qui va vous permettre un peu en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, de vous amener petit à petit à considérer la question de la communicabilité des données que je suis en train de gérer. Si on regarde cette ressource aussi, qui est centrée sur la communicabilité des données, eh bien, ce logigramme, c'est pareil, c'est un parcours interactif qui, en fonction des données que vous gérez, de la nature des données, de la typologie des données, va vous amener petit à petit à considérer, à vous positionner sur mes données sont-elles communicables obligatoirement, sous condition ou pas communicables du tout. Donc c'est vraiment des outils très pratiques, c'est un guide complet qui a été aujourd'hui issu d'une ressource qui me semble indispensable à maîtriser, qui est le guide juridique pour l'ouverture des données, que je pense que vous connaissez. La question aussi juridique qui est associée aux données, qui est parfois complexe, qui est la question, est-ce qu'il y a des questions de propriété intellectuelle dans la gestion des données? Il s'avère que oui, hein, toutes les données n'ont pas de droit d'auteur, mais vous avez des données qui sont susceptibles de tomber dans cette catégorie de droit d'auteur. Et ces deux ressources, hein, à gauche et à droite, vous parle notamment des droits d'auteur en fonction de votre statut au sein d'un organisme. Ces droits d'auteur sont différents si vous êtes chercheur ou si vous êtes ITA. Hein, le principe qui est retenu, c'est vous êtes chercheur, vous gardez vos droits d'auteur, sauf si bien sûr vous les cédez, c'est bien le problème qui se passe avec les publications, mais là, ce n'est pas le cas pour les données. Si vous êtes ITA, les données que vous produisez, de toute façon, reviennent à votre institution. Donc voilà, il n'y a pas, c'est comme ça, c'est la loi qui le dit. Et une ressource très intéressante, ça je vous invite, qui est une première ressource assez courte, c'est l'entretien de Lionel Morel. Je pense que vous le connaissez, mais Lionel Morel, il est DAS à l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS.
Et cette petite interview a été déjà séquencée en fonction des problématiques qui sont liées aux questions juridiques des données, qui bien souvent est approchée par la question de la propriété des données. Et ça, c'est intéressant. Et je vous donne tout de suite la réponse de Lionel. La question qu'il faut se poser par rapport au qui détient les droits des données, qui est propriétaire des données, la réponse de Lionel, et c'est ma réponse à laquelle j'adhère totalement, renvoie à la question juridique et à ce slogan qui dit « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». C'est-à-dire que la question de la propriété des données, en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est que dit la loi par rapport aux données que je suis en train de produire, collecter et que je suis amené peut-être à diffuser. Donc c'est un angle voilà, qui permet un peu de sortir de ce carcan un peu enfermant, c'est est-ce que je possède mes données et j'en suis propriétaire? Là, la réponse est c'est que dit la loi par rapport aux données que j'ai produites. Vous verrez que c'est totalement différent. Un des éléments qu'il faut maîtriser dans la gestion des données, c'est le plan de gestion de données. On l'a vu que l'ANR, Horizon Europe, aujourd'hui anciennement Programme H2020, demande, oblige à la production d'un plan de gestion de données dès le démarrage du projet, et ça depuis 2019 pour l'ANR. Et donc, bien sûr, le plan de gestion de données est quelque chose qui évolue dans le temps, mais voilà, aujourd'hui, c'est une obligation. L'intérêt du plan de gestion de données, et là, je reviens à l'analogie de Google Maps. Pour moi, un plan de gestion de données, il est souvent considéré comme un document administratif. OK, ça, c'est le fait, hein, les chercheurs le disent. Moi, je leur dis, prenez-le comme un peu Google Maps, et vous voulez aller d'un point A à un point B, faire un itinéraire, et il va vous lister les étapes à suivre. Donc c'est vraiment un guide pas à pas qui va vous aider à considérer non pas la totalité de la problématique de gestion de données, mais vous dire, passons d'abord par l'étape 1 qui est je planifie mon projet, je vais collecter des données, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc généralement on le décrit en 5-6 étapes qui va jusqu'à la réutilisation des données. Donc vous avez une fiche synthétique, voilà, je ne connais rien sur le plan de gestion de données qui va vous dire de façon simple, raccourcie, les intérêts d'un plan de gestion de données, en quoi ça consiste. Et là on revient un peu au cycle de vie des données, toujours pareil, simplifié. Là, vous avez une ressource, par contre, qui est plus intéressante parce que quand je rédige un plan de gestion de données, c'est vrai que nous opérons, nous, à l'INIST, un outil qui est maintenant déployé au niveau national, qui s'appelle DMP Opidor, et qui va vous permettre donc un tutoriel complet qui va vous permettre de saisir collaborativement votre plan de gestion de données, donc avec l'ensemble des parties prenantes de l'équipe projet. Et c'est vraiment un guide qui va vous permettre de rédiger votre plan de gestion de données, version initiale, intermédiaire et complète, avec cet outil qui a été dédié. L'intérêt de l'outil, c'est qu'il est effectivement développé à partir des codes sources des outils internationaux que l'on connaît tous, qui s'appellent DMP Online, DMP Tool, qui sont en train de fusionner. Et donc, bien sûr, on utilise les codes sources de ces outils internationaux, tout en les adaptant bien sûr au contexte national, parce qu'effectivement, vous avez des organismes qui ont besoin de modèles spécifiques. Il y a des spécificités nationales qui fait qu'on a besoin d'adapter l'outil à la situation française. Autre ressource, là une ressource qui est un guide et qui est plutôt centré sur la partie amont d'un projet de gestion de recherche, qui est sur la collecte des données. Comment je décris les données lorsque je collecte ou je produis des données. Et donc, ça va être en fonction de la nature des données, la typologie des données. Et donc, c'était vraiment un guide qui va vous aider à remplir cette première section d'un plan de gestion de données. C'est la collecte des données, d'où proviennent-elles, comment sont-elles fabriquées, quel instrument, etc., etc. C'est un guide très pratique. Quand on a collecté ces données, l'étape suivante consiste à commencer à s'intéresser aux métadonnées, à la documentation des données. Et donc, oui, ça se fait tout au long en fait, du cycle de vie, parce que effectivement, les informations s'enrichissent au fur et à mesure des étapes du cycle de vie des données. Alors, vous avez ici une ressource, par exemple, qui va déjà vous permettre de comprendre l'intérêt des données. Ça, c'est un sujet, moi je le vois dans mes interventions,
Les métadonnées pour des professionnels de l'information, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Par contre, pour un public de personnel de recherche, c'est pas forcément un concept évident. Hein. Donc cette ressource, c'est une première ressource qui va vous permettre à quoi servent les métadonnées. Et on est bien là sur les questions de faire, qui est facile à trouver, mais d'interopérabilité qui est essentielle. Autre source aussi un peu spécifique, là, qui s'intéresse plutôt aux métadonnées embarquées. Hein. Dès qu'on utilise un instrument, j'ai envie de dire c'est quotidien. Hein. Vous avez un smartphone, vous prenez des photos avec votre smartphone, vous avez déjà des métadonnées embarquées. Vous faites du Word ou de l'Excel, vous avez des métadonnées embarquées. Donc là, c'est un petit guide qui vous rappelle que certaines métadonnées sont déjà embarquées dans les instruments d'observation, d'expérimentation qui sont utilisés dans la recherche. Un point là un peu plus costaud, qui est parfois difficilement appréhendable par les personnels de recherche. Alors, je fais des généralités, mais il est clair que des communautés scientifiques très structurées, pour eux, c'est des sujets qu'ils maîtrisent totalement. Mais pour des personnels qui démarrent dans la gestion de données, commencer à s'intéresser à des schémas de métadonnées, à des schémas standards de métadonnées, à des schémas standards de métadonnées génériques, spécifiques, disciplinaires, là, c'est un sujet quand même qui est extrêmement, pour moi, qui est essentiel, fondamental, et on ne peut que encourager à travailler sur des standards de métadonnées disciplinaires quand ils existent, pour avoir une richesse de métadonnées qui sont indispensables dans une communauté de recherche, dans une discipline, pour trouver les données qui m'intéressent. Je ne cherche pas des données publiées par Paolo Lai, ce genre de requête n'est pas forcément très intéressante. Par contre, je vais m'intéresser à des métadonnées riches, c'est quelle est la structure chimique d'un élément, la composition chimique d'une étoile, etc., etc. Et là, il faut des métadonnées riches pour le faire. Donc là, une ressource très détaillée qui se présente sous la forme d'un tutoriel complet qui va vous aider à appréhender ces problématiques de standards de métadonnées génériques disciplinaires. Question aussi qui revient souvent dans nos interactions avec le public chercheur, c'est un peu le mélange entre c'est quoi stocker de façon sécurisée, c'est quoi l'archivage, c'est quoi l'archivage pérenne. Et donc c'est tout un module qui s'intéresse à ces questions-là. On voit bien que la question de stockage, par exemple, intervient très en amont du cycle de vie des données, alors que l'archivage pérenne va arriver très en aval, après avoir une phase d'archivage à travers le partage des données dans un entrepôt de données. Et donc on a publié une infographie qui essaye de rappeler les différences entre stocker et sauvegarder des données, partager des données, notamment à travers un entrepôt, et puis l'archivage pérenne, pour bien distinguer ces différentes notions. J'ai envie de mettre presque un préalable au stockage et la sauvegarde des données. Quand des chercheurs, on le voit dans des plans de gestion de données, qui mettent leurs données sur leur disque dur ou un disque dur externe ou une clé USB, là, on n'est même pas dans le stockage sécurisé. On est dans le stockage pur et dur. Donc ça, ce sont des notions importantes à acquérir, de bien voir la distinction entre ces trois étapes différentes liées au stockage, l'archivage, le partage et l'archivage pérenne des données. Pareil, dans la démarche de stockage, d'archivage et d'archivage pérenne des données, eh bien, il y a des pratiques qui nous invitent, tout ça c'est un peu du bon sens, j'ai envie de dire, c'est comment je nomme mes fichiers. Si vous êtes dans un cadre de projet, vous travaillez, vous êtes en collaboratif, si j'appelle tous mes fichiers toto.xlcsv ou toto je sais pas quoi, je ne suis pas sûr que mes collègues vont comprendre. Donc s'appliquer à avoir des conventions de nommage est indispensable, et aussi une classification un peu des données, qu'elles soient des données brutes ou des données intermédiaires ou des résultats des données qui sont prêtes à être publiées avec un résultat de recherche. Voilà, est une pratique qu'il faut mettre en place, et c'est une discipline importante. Ça, c'est quelque chose que l'on utilise au quotidien. Vous pouvez appliquer ça à des publications, à du Word, tous les documents qu'on produit chaque jour. Et je peux vous dire que moi-même, j'essaye de me discipliner pour avoir quelque chose de cohérent et de standard. Il existe des standards, bien sûr, pour faire ça.
Là, on a un focus sur la question de l'archivage pérenne. Voilà, alors, on a la chance en France d'avoir un organisme qui est dédié, qui est le CINES, et là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des conditions quand même sine qua non pour pouvoir effectivement archiver des données de façon pérenne, et des conditions aussi particulières. Vous avez donc une vidéo qui vous présente les enjeux de l'archivage pérenne. La question aussi des formats, qui est essentielle aussi quand on est dans le partage des données et l'archivage pérenne. C'est quels sont les formats de fichiers que j'utilise, et notamment vous avez une ressource qui vous permet, là sous forme d'un jeu, de distinguer les différents formats que vous utilisez, puis de voir s'ils sont ouverts ou pas ouverts, sachant que le CINES aussi propose des outils très concrets qui nous permettent de distinguer les formats ouverts de formats propriétaires. La question de l'entrepôt, on l'a évoqué dans l'introduction, c'est effectivement une étape essentielle. Déposer des données dans un entrepôt. Là, on a pris un tutoriel spécifique à l'entrepôt Zenodo. C'est comment déposer dans Zenodo. Je ne suis pas totalement fan de cette ressource, mais je l'évoquerai un peu plus loin. Pareil, on explique de façon très concise, très synthétique, c'est quoi un entrepôt, quels sont les différents entrepôts, comment un peu distinguer ces différents entrepôts, et puis quels sont les outils qui vont me permettre de chercher un entrepôt qui correspond à mes besoins. Et là, on revient aussi à une question importante, c'est j'ai des données, je veux le déposer dans un entrepôt, quels sont les critères à prendre en compte pour me permettre de choisir le bon entrepôt. Voilà, ma position aujourd'hui est relativement claire. C'est aujourd'hui, je dirige plutôt vers des entrepôts disciplinaires quand ils existent, mais tout en pensant aussi à l'articulation avec tous les entrepôts qui peuvent exister, aussi bien disciplinaires, parce qu'il y en a plusieurs, qu'avec les entrepôts généralistes. Et on voit bien qu'avec l'entrepôt national, il y a des connexions qui sont à créer, et de façon à ce que l'ensemble de ces dispositifs interopèrent entre eux et me permettent toujours de retrouver les données, quelle que soit la source que j'utilise. Les identifiants pérennes, un élément aussi essentiel de la gestion de données. On fait un focus sur une métadonnée, c'est une métadonnée, et on va effectivement éclairer sur les identifiants, là, par exemple auteur, un zoom sur ORCID, sur le DOI. Une dernière ressource a été publiée sur les identifiants logiciels, puisqu'on traite aussi bien sûr les données, les codes sources, les logiciels, et tous les produits de la recherche sont effectivement concernés dans la gestion des données. Donc voilà, pour comprendre ce qu'est un ORCID, pourquoi avoir un ORCID, et la question des DOI est essentielle. SWID, donc pour les logiciels, devient un identifiant international important aussi à intégrer dans sa démarche. Un retour d'expérience d'un chercheur, voilà, qui a lui un ORCID, et il vous explique pourquoi moi, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, a décidé de renseigner, d'avoir un ORCID, de renseigner les métadonnées qui sont avec les ORCID. On parlait des data papers, là on est dans la phase de valorisation d'une démarche de projet de gestion de données. Eh bien, je peux les valoriser effectivement à travers des data papers. On peut encourager la communauté scientifique à publier des articles scientifiques. Ce sont des articles scientifiques publiés même dans des revues que l'on connaît pour les publications. Nature publie des articles scientifiques de type data paper, d'autres éditeurs le font. Voilà, et on ne peut qu'encourager nos chercheurs à le valoriser de cette façon-là. Cette ressource qui a été publiée par l'INRA va faire la distinction de la façon de valoriser un projet de gestion de données, alors soit à travers des data papers, mais ça peut être aussi par d'autres formules. Ça, c'est la slide suivante. On peut publier des données dans data paper, on peut associer ces données à des publications. Je dépose dans elle et je peux associer des données qui seront dans un entrepôt via le DOI, voilà, et c'est une façon de valoriser aussi ces données. Et enfin, pour terminer, donc la question de l'accès de la visualisation, comment j'accède aux données qui ont été déposées à droite et à gauche, et puis comment aussi j'utilise des outils de visualisation. On voit bien qu'on est sur des données qui sont de nature totalement différente, ça va du CSV
donc du tableur, à des images, à des vidéos, à du modèle 3D. Et donc là, effectivement, la question de comment exploiter et visualiser des données de nature différente est peut-être une question aussi cruciale à considérer dans la gestion des données. Voilà, donc vous avez une fiche, un guide plutôt, qui va vous orienter sur je recherche des données via des moteurs de recherche. Quels sont les moteurs de recherche qui existent, qui vont me permettre de retrouver les données qui m'intéressent. Ce que l'on développe aujourd'hui, c'est, on a vu, là on est sur un socle de principes généraux qu'il faut maîtriser sur la gestion des données. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux ressources pédagogiques disciplinaires. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu là, jusqu'à présent, l'objectif, c'est d'adapter ces ressources au contexte disciplinaire. Et donc, on a engagé une démarche à travers des partenariats mis en place avec plutôt l'Université de Grenoble-Alpes, dans un projet qui s'appelle DATAC. Là, on est en chimie, en physique-chimie, et des premières ressources ont été développées en lien aussi avec des laboratoires qui contribuent à ces ressources et qui vont vous permettre de commencer à décliner des ressources disciplinaires sur la gestion des données en physique et chimie à partir d'expériences, de cas concrets de laboratoires qui sont associés. Deuxième ressource disciplinaire qu'on a développée sont des ressources qui sont spécialisées en économie et gestion. Voilà, donc c'est dans mon domaine, comment je gère mes données et quelles sont les composantes contextuelles que je vais utiliser pour partager des données en économie. Troisième module, ça c'est un module super complet qui va durer à peu près plus de 2h30, qui va consacrer à l'environnement, à la biodiversité. Et là, pareil, c'est quand je gère un projet de gestion de données dans mon domaine, dans l'environnement, quels sont les enjeux spécifiques à mon domaine que je dois mettre en œuvre pour arriver à partager mes données, non seulement dans un cadre local, national, mais international. Et donc là, derrière, on commence à considérer aussi les problématiques des infrastructures nationales, de recherche nationale, telles qu'inscrites dans la feuille de route nationale, mais aussi en lien avec les infrastructures européennes, les ESFRI, qui, chacune, engagent aussi une démarche particulière de gestion de données. Et donc, il s'agit de relier l'ensemble de ce dispositif pour que tous les chercheurs de la discipline puissent accéder de façon conjointe à des données qui les intéressent. Voilà. Je balaye. Claire, il me reste combien de temps? C'est juste pour... je suis déjà à la bourre, c'est ça? Non, non. D'accord. Faut juste m'arrêter parce que des fois, je peux être bavard. Je vais balayer très rapidement pour finir sur Doranum. Doranum, donc vous avez aussi des ressources de type FAQ, glossaire, outils ou services, de la biblio, de l'actualité, et puis je dirais un mot sur la réutilisation des ressources. FAQ, bon, pas de problème, je ne vais pas détailler. Voilà, qui sont des FAQ qui sont alimentés régulièrement. Un glossaire, voilà, qui sont tous les concepts qui sont abordés dans la gestion de données qu'on retrouve dans Doranum, qui vous permettent d'avoir une définition simple, qui proviennent de ressources internationales majoritairement ou nationales, avec des partenaires qui sont déjà bien impliqués, comme l'INRAE, le CIRAD, l'IRD, l'IFREMER, etc., etc. Les outils, ça c'est super important, parce que là, vous avez des outils concrets qui vont vous permettre de vous aider pour appréhender un concept. Quand on parle de schéma de métadonnées, il existe des annuaires aujourd'hui qui sont publiés par RDA, annuaire international, qui va vous permettre de dire quel est mon schéma de métadonnées standard dans mon domaine. Donc on s'apercevra que justement beaucoup de domaines n'ont pas de schéma standard de métadonnées. Et donc l'alternative, c'est peut-être dans un premier temps d'utiliser un schéma générique comme le schéma de métadonnées DataCite. Pourquoi pas le Dublin Core, mais le DataCite, c'est l'adaptation du Dublin Core pour les données, voire même de créer son propre schéma de métadonnées quand il n'existe pas. Ça aussi, c'est une initiative que l'on peut avoir. Vous avez aussi l'accès, par exemple, à l'annuaire RE3Data qui va vous permettre de vous aider à trouver un entrepôt qui correspond à vos besoins en fonction d'un certain nombre de critères. Ceux que je vous ai présentés là c'est une liste synthétique. Je
choisir un entrepôt fait appel à peu près entre 20 et 50 critères qu'il faut considérer pour arriver à trouver le bon entrepôt quand on n'a pas d'idée du tout d'entrepôt où déposer ses données. Une bibliographie, là pareil, qui va vous permettre, elle ne se veut pas forcément exhaustive, l'idée c'est de trouver quand même des documents référents, véritablement, hein. Sur les aspects juridiques, ben voilà, vous avez le guide de l'open data, vous avez le guide juridique qui a été utilisé pour réaliser les logigrammes que je vous ai présentés. Donc il y a vraiment des documents qui sont structurants et qu'il faut, je pense, posséder. C'est pas la peine de lire toute la littérature. Doranum, c'est de l'actualité qui est très nourrie, très riche et qui se veut pas seulement qui fait part de l'actualité, de tout ce qui se passe en France, à l'international. C'est vraiment riche et voilà, et on voit que la gestion de données fait l'objet de nombreuses interventions, de nombreux outils et c'est fascinant. Un mot sur la réutilisation des ressources. Toutes les ressources d'Oranium sont téléchargeables, utilisables, elles ont des licences d'utilisation, de l'étalable au Creative Commons, voilà, et c'est bien fait, c'était bien l'origine du projet, c'est la réutilisation de ces ressources. Vous pouvez les réutiliser dans vos enseignements, vous pouvez les utiliser, et les modifier, les enrichir, etc., sauf certaines, parce que les conditions juridiques sont telles que on ne peut pas tout modifier, hein, notamment des entretiens filmés, par exemple, mais c'est réutilisable. Vous avez aussi un compte Twitter, une chaîne YouTube, très alimenté, qui fonctionne très bien. Et vous voyez par exemple sur la chaîne YouTube, voilà, vous avez la photo de Véronique Genovès qui va intervenir juste après, qui a fait l'objet d'un entretien filmé dans Doranum. Vous avez aussi des gens comme Françoise Genova qui sont intervenus sur des questions de la RDA, voilà, ou des personnalités, des experts du domaine qui ont fait l'objet d'interventions et qui ont été filmés. Les entretiens filmés sont réalisés par l'équipe de formation INIST. Pour conclure, j'aimerais qu'on prenne là maintenant un petit peu de hauteur et puis de considérer la question de la professionnalisation des activités qui sont liées à la gestion de données. Voilà, on sort de Doranum. Doranum s'inscrit bien dans cette problématique-là, mais on prend un peu de hauteur. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de développer de nouvelles compétences, de nouveaux métiers, de s'intéresser à des formations aussi initiales, à de la formation au continu. Et je vais voir aussi pourquoi, dans quel contexte. Pour ça, je commence à parler d'écosystème faire robuste. Et je vais revenir sur ce concept. Première chose que l'on peut constater, c'est que les politiques se sont emparés de cette question. La question, quand on parle de la gestion des données, de la structuration des données, le partage des données, l'ouverture des données, eh bien, tous les rapports récents politiques, aussi bien qui émanent de la Commission européenne, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des OSC, hein, qui est une actualité forte voilà, depuis un certain temps, aussi bien au niveau national, avec deux documents, vous avez cité le PNSE2, et puis récemment a été publiée la politique des données, des algorithmes et des sources et des codes sources, qui est la feuille de route du ministère sur la question des données. Et puis là, moi bien sûr, je suis CNRS, hein, et je cite les documents qui structurent la politique des données au sein du CNRS, alors pas seulement, hein, c'est les publications et les données, mais comme moi je suis donc plutôt axé sur les données de recherche, donc j'ai pris bien sûr le volet données et des documents qui traitent de cette question-là. Donc vous avez une feuille de route du CNRS pour la science ouverte, donc avec une partie consacrée aux données, et puis le plan données de recherche du CNRS. Dans tous ces documents-là, la formation est au cœur des politiques. La formation, le développement de nouveaux métiers, le développement de nouvelles compétences. Je reviens, petite parenthèse concernant Doranum. Doranum, aujourd'hui, a toujours bénéficié d'un soutien du ministère, un soutien financier, hein, depuis la BSN. Doranum est né en 2015, on était à l'époque à la Bibliothèque scientifique numérique, et aujourd'hui c'est soutenu par le COSO, c'est d'où ma présence notamment au sein du SPSO, enfin une des raisons de ma présence au sein du SPSO, du COSO,
est partie de cette plateforme d'Oranum qui est soutenue financièrement par le ministère. Pour cette conclusion, personnellement, moi, je m'inspire beaucoup de ces 2 documents structurants qui sont publiés par la Commission européenne. L'un publié en 2018 et qui est réactualisé, mais de façon très marginale, donc il est toujours mis à jour, qui parle de cette idée de turning fair into reality. Ce que l'on dit aujourd'hui au niveau de la gestion des données en France, au niveau européen et international, c'est que la gestion des données, je ne vais pas encore parler d'écosystème, n'est pas suffisamment fair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions sine qua non préalables ou les prérequis ne sont pas au rendez-vous pour permettre une réutilisation optimum, systématique, massive, quotidienne des données de recherche. Et donc l'objectif, là, c'est non seulement de construire, d'avoir des données qui sont faires, mais pas uniquement. Il s'agit aussi d'avoir des services de données qui sont faires. Et fort de ça, il s'agit en fait de construire un écosystème technique, je vais y revenir, fair. Donc on voit bien qu'on est là dans une dimension beaucoup plus globale. Sans écosystème fair, on n'arrivera pas à l'objectif de déployer l'objectif qui est de pas seulement rendre les données faires, mais d'offrir toutes les conditions pour que la réutilisation devienne quelque chose de systématique, quotidienne dans les communautés scientifiques. Ils ont publié un deuxième rapport que je vais utiliser rapidement pour conclure, qui est spécifique à la question des compétences, des nouveaux métiers, et qui est pour moi très inspirant. Alors, quand on parle d'écosystème fair, c'est un schéma un petit peu compliqué mais que je vais commenter. Donc, la première chose que dit ce rapport sur ce rapport Turning Fair into Reality, c'est que les skills, donc les compétences, les métiers à mettre en œuvre, nouvelles compétences à mettre en œuvre, est un élément clé de cet écosystème. Voilà. Hein, il apparaît en haut de ce schéma. Au même titre qu'il est, et ça c'est évident, qu'il est important de soutenir financièrement, mais aussi avec des ressources humaines, de façon pérenne et durable, cet écosystème. Vous l'avez cité également dans l'introduction, Claire, il est question aussi de mettre en place des nouvelles formes d'évaluation, d'appréciation des activités des chercheurs quand ils s'engagent dans une démarche de gestion de données et de gestion de données fair. Et pour accompagner cet écosystème fair, il y a un quatrième élément pour l'accompagner, il faut mettre en place des métriques, des indicateurs, et ces indicateurs sont là pour mesurer la qualité, la maturité fair, et de toutes les composantes, je vais y revenir, de tous les services et de tout l'écosystème. Ces indicateurs devraient permettre tout simplement de mesurer l'évolution vers le faire de tous ces composantes que j'ai citées, de façon à apporter des améliorations. On a un chemin à parcourir pour prendre cet écosystème fair, les services fair, les données fair. Eh bien, ces métriques-là sont là pour dire voilà où on en est sur la maturité fair de l'ensemble de ces composantes. Je reviens donc à la question des compétences, de développer de nouvelles compétences, développer de nouveaux métiers, accentuer les formations, pas seulement continues, mais mettre en place aussi des formations initiales. C'est un peu le sens de mon engagement à l'Université de Lorraine. Je donne des cours en Master 2, très en amont, futurs professionnels qui sont susceptibles d'appréhender et de se diriger vers des métiers de gestion de données, de partage de données, etc. Donc il s'agit de développer de nouvelles compétences, comme je le disais, sur des composantes de l'écosystème. Ces composantes de l'écosystème sont symbolisées par ces icônes et il faut au minimum, se former pour pouvoir développer des politiques de données, qu'il s'agisse de politiques nationales, de politiques institutionnelles,
de politique internationale, bien sûr, notamment dans le cadre de EOSC en Europe et international, mais il s'agit aussi de développer des politiques de données pour des entrepôts de données, pour le DMP, pour les identifiants et pour tout ce qui est standard, je vais y revenir. Former donc sur les politiques de données, former sur le plan de gestion de données, former sur les identifiants pérennes, acquérir de nouvelles compétences sur ces composantes-là, acquérir les compétences sur les entrepôts de données, acquérir les compétences aussi sur tout ce qui est standard de métadonnées, vocabulaire contrôlé, ontologie, sont des composantes qui sont essentielles dans l'écosystème. Il faut rajouter, bien sûr, aussi toutes les composantes qui sont implicites à ces éléments qui figurent dans cet écosystème. Implicite, on l'a cité, notamment les questions d'interopérabilité juridique. On touche à des questions juridiques, notamment lorsqu'on veut diffuser des données, il faut effectivement savoir si elles sont communicables et mettre des licences. On a vu aussi des questions d'archivage pérenne, d'archivage ou d'archivage pérenne. C'est lié, la question d'archivage, par exemple, est inhérente à la question des entrepôts, et l'archivage pérenne aussi est inhérente à la question des entrepôts. Il y a des questions aussi implicites comme la sélection des données. Quelles données je vais sélectionner pour mettre dans un entrepôt, et puis aussi à terme pour l'archivage pérenne. Donc c'est un ensemble de composantes implicites en fait qui sont rattachées à ces éléments cœur, phare de l'écosystème FAIR. Alors Doranum le fait bien, on a parlé de DMP, d'identifiants, d'entrepôts, de standards de métadonnées, de vocabulaire contrôlé. On parle peu de politique et donc mon propos est bien de dire qu'il faut aussi former les acteurs qui vont être amenés à créer des politiques de données, et je pense aussi notamment à des politiques de données que l'on doit trouver dans des entrepôts, que l'on doit trouver dans des infrastructures de recherche disciplinaire, donc notamment avec les infrastructures nationales et internationales. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit aussi de former, et c'est ce qui est matérialisé par ces liens entre ces composantes. Il va falloir former aussi sur des questions technologiques informatiques. L'un des enjeux de l'écosystème FAIR aujourd'hui, il consiste à interconnecter toutes ces composantes entre elles. Et cette interconnexion, c'est une interconnexion qui s'appuie sur des technologies. L'objectif, c'est de rendre machine actionnable l'ensemble de ces composantes. Pourquoi machine actionnable? Tout simplement, c'est que les informations qui figurent dans chacune de ces composantes-là doivent pouvoir interagir entre elles de façon automatique. Il s'agit d'automatiser des processus, notamment, et je vais citer un exemple très simple. Aujourd'hui, nous travaillons sur deux aspects. On opère la plateforme DMP Opidor et on est en train de rendre le DMP que l'on remplit online à travers la plateforme Opidor. On est en train de la rendre machine actionnable. Ça veut dire que des informations provenant d'identifiants vont pouvoir permettre d'être saisies automatiquement dans le DMP. L'objectif, par exemple, c'est quand on change de service, on passe de l'identifiant, des métadonnées d'identifiant, entrepôt ou DMP, parfois on est amené à saisir 50 fois la même donnée. Et ça, il faut faciliter le travail des chercheurs, c'est que la technologie, par des API, des web services, vont permettre effectivement de saisir automatiquement les informations à partir d'un identifiant, ou par exemple, je prends l'exemple des projets ANR, si vous tapez un titre d'un projet ANR pour lequel vous avez un financement, eh bien, l'ensemble des informations qui sont associées à ce titre de projet, ce projet dans lequel vous êtes impliqué, va se remplir automatiquement dans le DMP. Donc, on voit bien qu'il s'agit aussi de développer les compétences qui sont fortement techniques, informatiques et technologiques. Là, typiquement, Doranum ne le fait pas. Et pour conclure sur ce schéma, donc vous avez, j'espère compris un peu les différents propos qui étaient associés à ça, développer les compétences techniques, pas uniquement liées aux différentes composantes comme le DMP et l'entrepôt, mais ça concerne une multitude d'acteurs. On le voit bien que, et vous l'avez dit aussi dans l'introduction, c'est que le chercheur n'est pas seul
dans cette, j'ai envie de dire, dans cette galère. Et on a un peu tendance, je trouve, à réduire la question de la formation ou des nouvelles compétences à acquérir. On a tendance à se focaliser sur le chercheur. Bien souvent, c'est les formations proposées. La cible, c'est le chercheur. Parfois même, on ne veut même pas les professionnels de l'information. Et moi, mon propos, c'est de dire qu'il faut former la totalité des acteurs, parties prenantes de cet écosystème-là, si on veut réussir à construire un écosystème robuste. Donc on ne peut pas uniquement se focaliser sur le développement des compétences des chercheurs, même si bien sûr il est au cœur de cette problématique de gestion de données. Dans ce schéma, et c'est mon dernière slide, la question qui est donc de répondre, c'est former l'ensemble des acteurs, quelles compétences? Parce que bien sûr, les compétences vont être différentes en fonction des acteurs et des métiers concernés. Et là, j'utilise un schéma qui a été publié donc, par un groupe d'experts EOSC, puisqu'ils sont en train d'imaginer effectivement l'écosystème EOSC idéal, le futur écosystème EOSC. Et leur approche est plutôt de dire quels sont les rôles qui sont indispensables, clés à jouer dans l'écosystème FAIR que nous souhaitons construire pour garantir la réutilisation optimum des données. Plutôt que de partir, je vais lister, qui sera un préalable nécessaire, les métiers indispensables. Là, ils se disent, nous avons un certain nombre d'acteurs qui jouent un rôle dans cet écosystème, qui devront jouer un rôle dans cet écosystème, ou qui sont amenés peut-être à jouer plusieurs rôles dans un écosystème. Voilà, ça, je trouve cette approche intéressante. Puis elle me parle, puisqu'en ce moment, on est en train de rédiger pas mal de profils aliénistes, et pour moi, c'est extrêmement important. J'explique l'idée d'un acteur qui peut jouer plusieurs rôles. Le chercheur, dans l'écosystème FAIR des données, va être amené à produire, collecter, gérer ces données dans une perspective de partage ou d'ouverture. D'accord, ça c'est son rôle premier. Mais ce chercheur-là peut très bien jouer le rôle de formateur, accompagner des collègues formateurs. Donc, voilà. Et donc ça nécessite non seulement d'avoir ces compétences qui sont liées à cette mission qui lui incombe, mais dans son profil, on va peut-être s'intéresser à des compétences qui sont liées à la formation. On trouve des chercheurs aussi qui, dans le cadre de leur projet de recherche, donc vont produire, collecter des données, les partager, les gérer, etc., mais qui sont aussi développeurs, qui peuvent être data analystes. Et quand on est un data analyst, il est possible aussi qu'il soit amené à développer des logiciels pour faire du traitement de données dans une perspective de data analyst. Donc ça veut dire que là, l'approche, par exemple, d'un profil de cette nature-là, je vais pouvoir combiner les compétences qui sont associées à son métier de chercheur, mais dans le cadre de la gestion de projet, les compétences liées à un rôle de data analyst, data scientist, et peut-être aussi des compétences qui sont de développement. Juste pour vous compléter un peu mon explication de ce schéma, vous avez en vert plutôt les métiers qui sont d'ordre technologique. Vous avez en orange tout ce qui est plutôt disciplinaire recherche. Et en pourpre ou violet, vous avez les compétences qui sont liées aux professionnels de l'information. On voit bien qu'on a des combinaisons aussi de métiers. Et là, je vais prendre l'exemple du data curateur. Un professionnel de l'information qui n'a pas de compétences scientifiques va plutôt faire de la curation sur des métadonnées génériques, type datasite. Par contre, on a besoin quand même de chercheurs d'une compétence scientifique qui va permettre d'enrichir des métadonnées qui sont d'ordre disciplinaire. Donc je trouve cette approche extrêmement intéressante parce qu'elle permet de combiner des compétences en fonction du rôle que sera amené un acteur dans cet écosystème FAIR. Voilà. Pour illustrer, donc je reviens, là je prends la fiche d'un chercheur. Voilà. Ce document, ce rapport d'experts, on synthétisait donc cette idée. Il donne un aperçu du rôle que doit jouer le chercheur. Donc on nous dit que c'est bien sûr une cible essentielle dans l'écosystème OSC, bien évidemment, qui va effectivement travailler sur la production, le dépôt, le partage des données.
Voilà. Et puis, ils ont listé un certain nombre de compétences qui sont associées à son interaction avec l'écosystème. Et on voit bien, par exemple, dans ces compétences, ben là, il est quand même question de, voilà, de formation, de communication. Et du coup, on peut le combiner, son profil à ce chercheur, avec les compétences qui sont listées de façon plus précise sur la formation, voilà, ou l'enseignement. Et donc, si je suis amené à écrire un profil, ben, je vais pouvoir combiner dans son profil ces compétences et les mettre ensemble. Voilà. Pour terminer, voilà, c'est mon dernière salle. C'est la fiche profil d'un data steward, data librarian. C'est un peu imprononçable. Je suis désolé. Et donc là, on a effectivement des compétences qui sont liées au fait alors, en français, je dirais administration des données. C'est pas très joli, mais je préfère data steward. Voilà, distinction entre data steward et data librarian, c'est le bibliothécaire des données va plutôt être en support des équipes de recherche, alors que data steward va administrer des données, gérer des données, les préparer, les rendre faire dans une perspective de dépôt. Dernier mot, pour moi c'est quelque chose de très concret. Aujourd'hui j'ai 5 profils, on a la chance d'être dans une phase de recrutement. On va recruter plutôt des data stewards qui ont des compétences en formation. On va recruter des développeurs logiciels dans une perspective de data scientist ou data analyse. Voilà, on est plutôt dans la combinaison de compétences qui sont issues de différents rôles clés que sont amenés à jouer les personnels de l'INIST dans cet écosystème. Sachez qu'aussi, par exemple, pour ma part, je prends mon exemple de façon très humble, si je ne maîtrise pas les problématiques qui sont l'écosystème EOS, les feuilles de route nationales, plan national, feuilles de route institutionnelles, je vais avoir du mal à donner un cap à mes troupes, à l'INIST, sur la question de la gestion des données. J'ai moi-même une casquette de data steward, voilà, je fais de l'accompagnement auprès de chercheurs et je suis aussi formateur. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la combinaison de mes différents rôles qui me permettent d'avoir des compétences associées. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette intervention. J'espère que je suis dans les temps, je ne suis pas sûr.